bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Oh mon âme, qu'enfin s'éveille ma conscience. Bizarrement, cet après-midi-là, le monde a acquis une beauté transcendante, tandis qu'au bord de la rivière, je marchais dans mon canyon préféré. La splendeur de certains cailloux, parfaitement banale, la beauté du mesquite et des chênes verts m'ont arraché des larmes de joie. Quand la douleur est à son comble, l'âme hurlante émet de redoutables nuées d'effluves pestilentielles. Mais dès que le pire est passé, on se retrouve au moins temporairement débarrassé de son ego et de la substance absurde de sa personnalité. Jim Harrison est désormais débarrassé de son ego absurde, mais sûrement pas de son âme, comme l'est d'ailleurs toute l'équipe des Nouveaux Chemins. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Mydia Portis-Guérin et à la prise de son aujourd'hui Pierrick Monsigny. Pour se connaître et découvrir son âme, Socrate encourage Alcibiade à regarder l'âme d'un autre. Si l'œil veut se voir lui-même, il doit regarder un œil et porter son regard sur cet endroit où se trouve l'excellence de l'œil, lui dit-il. Et d'ajouter, eh bien l'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme et avant tout sur cet endroit de l'âme où se trouve l'excellence de l'âme. Mais quoi qu'en dise Socrate, il reste qu'il y a quelque chose de vertigineux à regarder l'âme aujourd'hui. Cette forme est ce mot dont on use moins désormais. Et peut-être parce qu'il y a quelque chose de vertigineux justement à embrasser d'un coup d'œil la grandeur qui nous enveloppe et la profondeur d'où nous sommes faits. Il y a même quelque chose d'impossible à atteindre. Ni esprit, ni corps, ni raison, ni passion, l'âme n'est pas non plus le moi ni l'univers. Mais elle peut être sensitive, sensible et même végétative. Elle peut même être l'âme pensante, l'âme du monde, l'âme tout court et tout d'abord. Tel un souffle qui anime ce qu'elle traverse, un souffle qui se propage et s'étire, elle est un principe vital enfermé dans un corps mortel. Ce qui nous est propre mais qu'on veut vendre au diable. Le mystère des origines qui risque toujours de se brûler les ailes. Toutefois, Socrate ne dit pas à Alcibiade de regarder toute l'âme. Il l'encourage en fait à le poser sur un endroit de l'âme, là où se trouve son excellence. Et ce n'est peut-être pas là où elle transparaît le plus clairement, mais c'est sûrement là où elle est la meilleure, dégagée de ses contradictions. Mais cela est suffisant. Et est-ce encore l'âme si elle n'est plus nappée d'une brume énigmatique, si on ne rend pas justice à son épaisseur et à sa possible corruption? Alors, à défaut d'atteindre l'excellence de l'âme, tentons-nous cette semaine de poser notre regard sur 4 excellentes pensées de l'âme. Aristote mercredi, Goethe jeudi, et un rapprochement inattendu entre Averroès et Freud demain. Mais aujourd'hui, commençons par le penseur modèle de l'âme, Platon, en compagnie d'Olivier Renaud, maître de conférence à l'université Paris-Ouest au département de philosophie, spécialiste de philosophie ancienne, de psychologie morale chez Platon et Aristote, et auteur notamment de Platon, la médiation des émotions, l'éducation du thumos dans les dialogues, disponible chez Vrin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous Géraldine. On a combien de vies? On meurt combien de fois? On dit que nous perdons tous 21 grammes à l'instant précis de notre mort. Chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 21 grammes?
qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que les âmes des hommes qui ont cessé d'exister existent dans l'Hadès ou non? Il existe une antique tradition dont nous gardons mémoire, selon laquelle les âmes arrivées d'ici existent là-bas, puis à nouveau font retour ici même et naissent à partir des morts. S'il en va de cette façon, si c'est à partir de ceux qui moururent un jour que les vivants naissent à nouveau, que conclure sinon qu'elles doivent bien exister, nos âmes, quand elles se trouvent là-bas? En effet, elles ne pourraient en aucune façon naître à nouveau si elles n'avaient pas d'être. On aurait un indice suffisant que c'est le cas s'il apparaissait de façon vraiment indiscutable que les vivants ne proviennent d'absolument rien d'autre que des morts. Mais s'il n'en est pas ainsi, il nous faudra un autre raisonnement. Or, à ce point, si tu veux comprendre plus facilement, ne l'examine pas seulement à propos des hommes, mais aussi à propos des animaux, de toutes les plantes et plus généralement de toutes les choses comportant un devenir. À propos de toutes, essayons de voir si c'est ainsi et pas autrement qu'elles adviennent toutes, les choses contraires, à partir de rien d'autre que leur contraire. Olivier Renaud, pourquoi faut-il passer par la mort chez Platon pour penser l'âme? Alors la mort est un événement qui est pensé par Platon, en particulier dans le Phédon, dans ce dialogue qui va relater les derniers mots de Socrate alors qu'il est en prison, condamné par le tribunal athénien. Et c'est une expérience qu'il va partager avec ses interlocuteurs, une expérience de séparation, une expérience où ce qu'il va appeler l'âme en elle-même et le corps en lui-même vont divorcer en quelque sorte. Et cet événement qu'est la mort, justement, nous permet de faire cette expérience, de penser en tout cas, pour bien distinguer les deux substances. On a entendu au tout début un extrait du film de 21 grammes, c'est d'Alexandro Inarritu qui date de 2003. Il dit que quand on meurt, on perd 21 grammes. Ce serait peut-être la perte de cette âme si on suit le texte, l'extrait du Phédon qu'on a entendu, un extrait interprété par le comédien Vincent Schmitt. Qu'est-ce qui est exposé précisément dans cet extrait? C'est le mythe de la transmigration des âmes. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement de souligner que l'âme est immortelle? Alors, ce que Platon considère comme étant une antique tradition, il est très difficile en fait de savoir exactement à quel élément traditionnel il renvoie pour essayer de définir ce qu'il appelle la psyché. La psyché, dans cette antique tradition, c'est, vous l'avez dit en introduction, un principe vital. C'est quelque chose qui est par ailleurs extrêmement difficile à saisir, à sentir, à voir. L'âme est incorporelle, invisible, et il est très probable que ce que vous avez appelé aussi un souffle hein, dans votre introduction ne puisse justement être saisi qu'à travers cet événement dont nous avons juste parlé, la mort. Alors, dans l'antique tradition, il y a à la fois du Homère, pour qui la psyché est quelque chose qu'on perd justement à l'occasion de la mort, lorsqu'un guerrier est transpercé par une lance, par exemple, et qui va laisser l'individu à son corps, son soma, qui, chez Homère, signifie simplement le cadavre. La psyché est ce qui reste et qui s'en va effectivement faire un voyage dans Hadès. C'est aussi un autre élément traditionnel que Platon convoque dans ce texte que on a entendu, c'est la tradition qu'on appelle orphico-pythagoricienne et qui consiste à dire que la psyché est porteuse, sinon d'une individualité, au moins de quelque chose qui va rester après ce voyage que l'individu va devoir subir lorsque l'âme et son corps vont être dissociés. Donc il s'agira en fait de retrouver, quand bien même il est difficile de la saisir, cet élément très évanescent
et dont l'extrait de film 21 grammes que vous avez passé fait l'hypothèse que c'est quelque chose qui reste et dont Platon va essayer justement de donner un peu plus de consistance que ces simples 21 grammes. Une consistance qui ne soit pas corporelle ou physique, mais néanmoins présente. Pourquoi finalement, je repose peut-être la même question, mais finalement, pourquoi vouloir donner comme première caractéristique à l'âme celle de son immortalité? Est-ce uniquement pour la distinguer de l'âme, du corps? Alors oui, c'est vrai que l'immortalité est une propriété qui va permettre de distinguer très clairement la substance de l'âme et la substance du corps. Au début du Phédon, on s'appuie effectivement sur un ensemble de mythes et de traditions, de croyances, pour énumérer un ensemble de propriétés, les propriétés de l'âme d'une part et les propriétés du corps d'autre part. L'âme va être invisible, incorporelle, elle va s'attacher en fait à des objets qui sont les formes intelligibles avec lesquelles l'intellect a un contact privilégié, alors que le corps lui-même va être défini à travers un ensemble de métaphores aussi, la boue, la terre, la lourdeur, tout ce qui finalement nous cloue ici-bas, dans un monde ici-bas, et que cette antique tradition, encore une fois, nous fait parfois détester. Donc l'âme, en tout cas son immortalité, justement, oui, est ce qui nous permet de dire, selon Platon, que nous ne sommes pas simplement notre corps, que nous sommes quelque chose de plus, que nous sommes un composé vivant, tendu ici-bas, vers un horizon qui sera celui d'une amélioration, d'une forme de culture de soi et dont il faudra prendre soin. Eh ben voilà, quand j'ai dîné, oui, eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, oui, ça me chatouille, ou bien plutôt ça me gratouille. Et attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. Oui. Et où ça, par ici? Là. Oui. Oh, peut-être bien là. J'enfonce mon doigt. Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal. Alors c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Oh. Vous fumez? Ah non. Non, je chic. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Oui, sagesse totale de ce côté-là. Je peux manger? Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Dis-moi, de tout ce qui peut exister dans un homme, y a-t-il rien qui, selon toi, puisse exercer l'autorité, sinon l'âme, surtout quand elle est sensée? Le fait-elle en acquiesçant aux affections du corps ou en s'y opposant? Je veux dire, par exemple, on a la fièvre, on a soif, l'âme tire en un sens opposé, elle interdit de boire. Ou on a faim et elle interdit de manger. Et il doit exister des milliers d'autres situations où nous pouvons voir l'âme s'opposer à ce qui relève du corps. D'un autre côté, impossible qu'une âme, si c'est bien une harmonie, chante jamais un air opposé aux tensions, aux détentes, aux vibrations, bref, à tout état affectant les éléments qui se trouvent la constituer. Elle doit plutôt les suivre, sans jamais imposer sa direction. Bon. Mais n'est-il pas manifeste qu'en réalité, elle travaille à faire tout le contraire? Qu'elle impose sa direction à tous ces prétendus éléments constituants, qu'elle s'oppose à eux à peu près en tout, toute sa vie durant, qu'elle les maîtrise de toutes les façons possibles.
Tantôt elle les discipline plus durement et non sans souffrance, c'est le cas de la gymnastique et de la médecine. Tantôt elle s'y prend plus doucement, elle use de menaces ou de rappels à l'ordre. Mais quand elle s'adresse aux appétits, aux colères, aux peurs, c'est comme si un dialogue s'établissait entre deux choses différentes. Homère, dans l'Odyssée, a représenté la chose à peu près ainsi quand il fait dire à Ulysse « Se frappant la poitrine, il apostrophait son cœur, lui disant « Endure, mon cœur, tu sus jadis endurer pire chiennerie. » Olivier Renaud, vous avez parlé de l'âme comme quelque chose de plus que le corps, comme quelque chose avec quoi apparaissait l'idée de prendre soin de soi. Et ça tombe bien parce qu'on a entendu un extrait du film de Guy Lefranc, Nock, adapté de la pièce de théâtre de Jules Romens, Nock ou le triomphe de la médecine. Et juste après, on a entendu, interprété par Vincent Schmitt, un extrait du Phédon encore, dans lequel, effectivement, l'âme va dialoguer avec le corps, comme c'est le cas avec la médecine, où l'âme va, là, moins dialoguer, mais du moins imposer des choses au corps. Effectivement, l'âme, ce qu'elle a en plus par rapport au corps, c'est qu'elle le domine. Alors oui, elle le domine. Il faut partir en fait de cette expérience, encore une fois, alors cette fois à l'inverse de la mort, l'expérience de l'union que nous faisons tous les jours entre l'âme et le corps. Et c'est cette expérience d'union qui finalement rend très difficile la distinction entre ce qui relève d'une part de l'âme et ce qui relève d'autre part du corps et d'un ensemble d'effets dont il sera très difficile de déterminer s'ils sont de l'âme ou du corps ou simplement du composé. Alors, dans l'extrait de Nock, ce qu'on a entendu finalement, c'est quelque chose qui est le caractère indissoluble entre l'âme et le corps, alors que Platon, en tout cas Socrate, dans le Phédon, dans l'extrait qu'on a entendu, va justement essayer de répondre à ses interlocuteurs, Simmias et Cébès, à une thèse qui n'est pas très simple à saisir, une thèse qui est celle de l'âme harmonie, et selon laquelle l'âme est comme chevillée au corps et réciproquement, comme s'il y avait un composé où l'âme, effectivement, avait pour mission de dominer, de guider, ou en tout cas parfois de répondre à l'ensemble des sollicitations corporelles que nous éprouvons tous les jours à travers la faim, les affections, et finalement tout un tas d'expériences qu'il est très difficile de réduire à un état simplement psychologique. Ce que Platon finalement va essayer de montrer contre la thèse de l'âme harmonie, c'est que nous expérimentons aussi un ensemble de ce qu'il appelle des conflits psychiques, des formes de conflictualité, oui, où l'âme va systématiquement s'opposer au corps, sinon pour lui rappeler à chaque fois qui est le maître dans la demeure, ou du moins pour essayer de si on est plus optimiste, pour essayer de conduire ou en tout cas de réduire le corps, le caractère d'obstacle en fait que le corps nous présente à chacune de nos activités. Donc la citation d'Homère qu'il convoque, où Ulysse effectivement parle à son cœur comme une personne à une autre personne, va montrer, selon Socrate, qu'il existe dans les expériences quotidiennes les plus simples, comme le fait de se mettre en colère, ou le fait d'avoir honte, ou le fait d'être triste, qu'il existe effectivement un principe dont on fait l'hypothèse que c'est l'âme, et qui va se mettre en dialogue avec une autre personne, et dont on va considérer qu'elle doit être dominée. Et donc ce serait ça à l'intérieur de l'âme, c'est-à-dire que le corps, par exemple la faim, la soif dont il est question dans l'extrait, c'est clair que ça tient au corps, quoique l'envie de boire peut tenir peut-être à l'âme. Mais en ce qui concerne la colère, l'envie, le désir, ça relèverait plutôt de l'âme. Alors vous avez raison de pointer cette difficulté. En fait, ce qu'on appelle les affections
que ce soit la faim, la soif ou le désir sexuel, parce que ce sont les trois exemples qui sont traditionnellement attachés à ce qu'on appelle la partie appétitive de l'âme, ou des affections qu'on appelle tout simplement émotions, hein. Platon n'a pas toujours le même discours dans les dialogues pour savoir s'il s'agit d'affections exclusivement corporelles ou d'affections qui sont mixtes entre l'âme et le corps. Dans le Phédon, dans le texte qu'on a entendu à l'instant, il s'agit en réalité d'affections qui renvoient, vous l'avez dit, à un ordre du corps. Dans des dialogues postérieurs, et notamment dans la République, il est vrai que ce genre d'affection va être reconduit en fait plutôt à une relation que l'âme va pouvoir avoir avec le corps. Et vous l'avez souligné, l'envie de boire, la faim, le désir sexuel, la colère, vont pouvoir finalement être soumis au même régime d'intelligibilité. Il s'agit à chaque fois d'une manière que dont l'âme a d'agir par rapport au corps. Et finalement, s'il y a une responsabilité, une causalité à trouver derrière toutes ces affections, c'est bien celle de l'âme qui va influencer et qui va gouverner d'une certaine manière le corps qu'elle habite. Alors de quoi prend-on soin quand vous avez évoqué l'idée qu'avec l'âme apparaissait cette idée de souci de soi, de maîtrise de soi, alors de maîtrise de soi, sûrement de maîtrise du corps et de ses envies et désirs, mais de quoi prend-on soin Est-ce qu'on prend soin de l'âme est-ce qu'on prend soin du corps parce qu'il enveloppe l'âme, ou est-ce qu'on prend soin de l'âme pour se libérer du corps? Finalement, là, si c'est un mélange, tout dépend effectivement des relations qu'entretiennent le corps et l'âme, mais quel est le soi en fait? Quel est le soi dans souci de soi? Voilà, merci de cette question. Alors le soin, c'est vrai que c'est une question extrêmement ambiguë au premier abord. D'abord parce que soin, épiméléia, nous avons en tête des métaphores beaucoup plus médicales et qui finalement nous présentent le corps d'abord comme objet du soin. Alors dans des dialogues comme par exemple Protagoras, dans le prologue, Socrate parle à son interlocuteur qui se nomme d'ailleurs Hippocrate, qui est évidemment un clin d'œil au médecin, et qui veut entrer en relation avec un sophiste pour prendre des leçons, et Socrate lui dit mais attention, ce dont tu vas prendre soin, c'est précisément c'est ce lieu d'influence qu'est la partie excellente de ton âme, qui est la récipiendaire de ce que nous appelons la connaissance, et qui va déterminer presque à vie le rapport que tu vas avoir avec toi-même. Et donc le soi, s'il faut le situer chez Platon, d'une part va être situé, c'est vrai, d'abord dans l'âme, enfin en tout cas du côté de l'âme plutôt que du côté du corps. Il faut impérativement en fait se débarrasser des fascinations des objets du corps pour se concentrer sur ceux de l'âme. Et puis, et c'est là une autre question, à l'intérieur de l'âme elle-même, il faudra déterminer cette partie la plus excellente, et qui nous fait finalement découvrir dans l'âme quelque chose qui est de l'ordre de la multiplicité. Notre âme n'est pas une. Et le soi, il va falloir effectivement l'isoler dans la partie la meilleure de l'âme, et qui est probablement l'intellect.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h25 et c'est le premier temps de notre semaine consacrée à l'âme. Et aujourd'hui, l'âme, selon Platon, du Phédon à Phèdre. On va le voir en compagnie d'Olivier Renaud, maître de conférence à l'université Paris-Ouest, au département de philosophie, spécialiste de philosophie ancienne, de psychologie morale chez Platon et Aristote, et auteur notamment de Platon, La médiation des émotions, l'éducation du thumos dans les dialogues parus chez Vrin. Il faut se représenter l'âme comme une puissance composée par nature d'un attelage ailé et d'un cocher. Chez les dieux, les chevaux et les cochers sont tous bons et de bonne race, alors que pour le reste des vivants, il y a un mélange. Chez nous, celui qui commande est le cocher d'un équipage apparié. De ces deux chevaux, l'un est beau et bon pour celui qui commande et d'une race bonne et belle, alors que l'autre est le contraire et d'une race contraire. Dès lors, dans notre cas, c'est quelque chose de difficile et d'ingrat que d'être cocher. C'est ainsi que, quand l'âme est parfaite et ailée, elle chemine dans les hauteurs et administre le monde entier. Quand en revanche elle a perdu ses ailes, elle est entraînée jusqu'à ce qu'elle se soit agrippée à quelque chose de solide. Là, elle établit sa demeure, elle prend un corps de terre qui semble se mouvoir de sa propre initiative grâce à la puissance qui appartient à l'âme. Ce qu'on appelle vivant, c'est cet ensemble, une âme et un corps fixé à elle. Maintenant, comprenons pourquoi l'âme a perdu ses ailes, pourquoi elles sont tombées. L'âme, qui est la meilleure, a dressé la tête de son cocher vers ce qui se trouve en dehors du ciel, et elle a été entraînée dans le mouvement circulaire. Quant au reste des âmes, elles cherchent à suivre, mais impuissantes, elles s'enfoncent au cours de leur révolution. Elles se piétinent, elles se bousculent, chacune essayant de devancer l'autre. Alors le tumulte, la rivalité et l'effort violent sont à leur comble. Et là, à cause de l'impéritie des cochers, beaucoup d'âmes sont estropiées, beaucoup voient leur plumage gravement endommagé. Mais toutes, reclues de fatigue, s'éloignent sans avoir été initiées à la contemplation de la réalité. Olivier Renaud, quel magnifique texte extrait du Phèdre, lu par Vincent Schmitt, où Socrate compare l'âme à un attelage ailé. C'est peut-être avec cette image de l'âme qu'on comprend mieux ce que vous vouliez dire, à savoir pour situer en l'âme son excellence. Alors oui, ce passage du mythe dit de l'attelage ailé est un texte assez long qui court dans la seconde partie de ce dialogue le Phèdre, et où Socrate va commencer par déployer une image qui a une origine homérique, où on compare l'âme effectivement à un char, en tout cas à un attelage, et où Platon, Socrate commence par dire que de l'âme, il est extrêmement difficile de donner une définition. Il dit, au tout début du mythe de l'attelage ailé, qu'il faudrait un discours fort divin et fort long pour savoir exactement ce qu'elle est, cette âme. Alors que, en recourant à un mythe, en recourant justement à cette image dont on va déployer ensuite tous les réseaux métaphoriques, il est possible de s'en faire une idée. Il dit exactement, il est possible de voir ce à quoi elle ressemble. Et alors, cette image du mythe de l'attelage ailé, elle va poursuivre plusieurs objectifs. D'abord, elle va permettre d'affirmer que des dieux jusqu'aux plantes, il y a une forme de continuum
où on a un principe vital qui va mouvoir l'ensemble des corps et dans une forme de hiérarchie, encore une fois, qui va des dieux aux plantes. Et puis la deuxième fonction de ce mythe, c'est de montrer que la qualité de l'attelage n'est pas la même chez les dieux et chez les humains, et que cette différence de qualité, qui est liée finalement à la nature du corps que l'âme va animer, cette différence de qualité va expliquer la manière dont il faudra, pour une âme humaine, prendre en compte ces cas de conflictualité psychique qu'on a évoqués tout à l'heure. Dans ce texte, Platon rappelle qu'il est, pour nous, humains, ingrat d'être cochés. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans le char, il y a effectivement un cocher qui s'apparente à, on imagine qu'il s'agit de ça, de la partie qu'on va dire rationnelle de l'âme, et deux chevaux. Ces deux chevaux représentant les deux parties non rationnelles de l'âme, l'une étant plutôt la partie qu'on appelle désirante ou appétitive, et qui renferme, dit Socrate, des appétits violents et bestiaux, et notamment la faim, le soif et le désir sexuel, et puis une partie intermédiaire qui est représentée par un cheval blanc et plus docile, et que Socrate appelle le thumos, une partie intermédiaire qu'on pourrait traduire par une partie ardente de l'âme, celle qui expérimente la colère, la honte et des affections de ce genre. Mais l'âme, finalement, ce qu'on comprend aussi avec ce texte, si elle est divisée en trois parties, finalement, on a tendance à identifier l'âme à la raison. C'est elle qui domine le corps. Mais finalement, l'âme en elle-même, elle est corruptible. Elle a des appétits. Alors quel est le sujet dans l'âme, quel est le soi dans l'âme qui va permettre d'harmoniser en fait les parties, qui va permettre à la partie rationnelle de l'âme de prendre le dessus sur sa partie désirante, qui après prendra le dessus sur le corps. Olivier Renaud. Alors, vous l'avez rappelé, l'âme, effectivement, c'est d'abord un composé. En tout cas, dans le mythe de l'attelage ailé. Il dit il y a mélange. Exactement, il y a mélange. Ça n'enlève rien. D'abord, en fait, à l'idée que malgré tout, l'âme est une substance qui est opposée à celle du corps. Et ce que vous venez d'évoquer, effectivement, est extrêmement important, c'est à partir de cette forme de dualité, enfin de ce dualisme entre âme et corps, il va falloir trouver une série d'intermédiaires par lesquels l'âme comprise, en tout cas à travers sa fonction rationnelle, va pouvoir transmettre et imposer un ensemble de prescriptions aux parties non rationnelles et, via les parties non rationnelles, peut-être à l'ordre du corps. Donc, il s'agit d'un composé, cette âme, et à travers cette composition, on va mieux comprendre pourquoi la raison ou le soi va se projeter dans un ensemble d'actions qui vont justement requérir de la raison jusque dans le corps, dans les exercices du corps, que ce soit la musique, que ce soit la gymnastique, la danse, la choré, qui vont devoir signifier justement l'inscription d'un ordre rationnel jusque dans le moindre geste corporel. Alors ensuite, vous l'avez dit, l'âme est corruptible. Alors elle est corruptible en un sens là encore peut-être métaphorique, c'est-à-dire que si on a accepté l'idée qu'elle est immortelle, elle est néanmoins corruptible au sens où on peut l'abîmer. L'abîmer où ici-bas l'âme aura, par exemple, eu de mauvaises fréquentations. Elle aura agi toute sa vie comme un tyran et satisfait ses désirs les plus vils. Et à ce moment-là, oui, Platon affirme, à travers ce mythe de l'attelage ailé, que le soi, et du coup jusque dans la raison est corrompue. Et elle devient elle-même l'instrument en fait des passions du corps.
Si l'âme est immortelle, à quoi bon finalement prendre soin d'elle? Elle se réincarnera. On voit quand même dans ce texte du coup que Platon est peut-être un petit peu moral, plus que psychologique, plus qu'une dimension psychologique. Je vous tends la perche là-dessus parce que vous travaillez notamment sur cette question-là, mais plus qu'une dimension psychologique, ce texte en fait contient une dimension morale. C'est-à-dire que pourquoi finalement bien se comporter? Pourquoi ne pas avoir de mauvaise fréquentation? Pourquoi ne pas finalement se laisser aller à ses désirs et à ses appétits? Puisque de toute façon, mon âme survivra bien à mon corps. Alors cet argument, en fait, qui n'est pas tout à fait l'argument paresseux, mais qui s'y apparente et qui consiste à dire que à partir du moment où l'âme est immortelle, nous n'avons pas besoin de nous en occuper, de prendre soin d'elle. Ne fonctionnera pas effectivement dans la psychologie morale platonicienne. Alors c'est vrai qu'il est plus moral que psychologique, si on veut entendre par cette distinction l'idée qu'il s'agit moins de décrire le fonctionnement de la psyché que de donner les ressources nécessaires, via des métaphores, les ressources nécessaires à l'agent pour comprendre comment il doit ordonner son âme. En fait, vous avez dit une perspective morale. Oui, c'est vrai, on donne une série d'images pour essayer de montrer que l'immortalité est peut-être une hypothèse à laquelle on a intérêt de croire. On a intérêt à croire à cette hypothèse pour montrer comment la raison, justement, lors de ces réincarnations successives, va pouvoir s'abîmer précisément dans des corps plus vils les uns que les autres. Il y a toute une partie dans le mythe de l'Atlagélé où Socrate va évoquer la manière dont les âmes injustes, ici-bas, vont se réincarner dans des formes de vie qui vont être inférieures à celles des humains. Il y a toute une hiérarchie, si vous voulez, des vivants, où la manière dont j'ai vécu ici-bas va tellement influencer justement cette partie la meilleure en moi, la raison, que le choix de vie au moment de la mort va être déterminé par l'ensemble des actions que j'aurais commises ici-bas. Lorsque, par exemple, on agite ses mains pour manipuler quelque chose, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, il y a les mains, et puis il y a celui qui se sert des mains, où il y a l'élément, où il y a le sujet qui se sert des mains. Quand on regarde quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de ses yeux, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui se sert des yeux. D'une façon générale, quand le corps fait quelque chose, c'est qu'il y a un élément qui se sert du corps. Mais quel est cet élément qui se sert du corps? Évidemment, ce n'est pas le corps lui-même. Le corps ne peut pas se servir de soi. Est-ce que l'on va dire que celui qui se sert du corps, c'est l'homme? L'homme entendu comme un composé d'âme et de corps? Certainement pas. Parce que même à titre de simple composant, même à supposer qu'il soit à côté de l'âme, le corps ne peut pas être, même à titre d'adjuvant, ce qui se sert du corps. Donc quel est le seul élément qui effectivement se sert du corps, se sert des parties du corps, se sert des organes du corps, et par conséquent se sert des instruments, et finalement va se servir du langage? Eh bien, c'est l'âme, et ça ne peut être que l'âme. Donc, le sujet de toutes ces actions, corporelles, instrumentales, langagières, le sujet, c'est l'âme. L'âme entend qu'elle se sert du langage, des instruments et du corps. La justice, à la différence près qu'elle ne concerne pas la réalisation extérieure des tâches propres de l'homme, mais l'action intérieure, existe dans un rapport réel à lui-même et à ses tâches. Que l'homme juste n'autorise aucune partie de lui-même à réaliser des tâches qui lui sont étrangères, qui ne laisse pas les classes qui existent dans son âme se disperser dans les tâches les unes des autres, mais qu'il établisse au contraire un ordre véritable des tâches propres, qu'il se dirige lui-même et s'ordonne lui-même, qu'il devienne un ami pour lui-même, qu'il harmonise les trois principes existants en lui exactement comme on le fait des trois termes d'une harmonie musicale, le plus élevé, le plus bas
et le moyen, et d'autres s'il en existe dans l'intervalle, qu'il lie ensemble tous ces principes de manière à devenir, lui qui a une constitution plurielle, un être entièrement unifié, modéré et en harmonie. Olivier Renaud, on a entendu une archive de Michel Foucault, c'était donc un extrait d'un cours au Collège de France le 13 janvier 1982. Dans cette archive, il commente l'Alcibiade, qui est un autre dialogue de Platon, dans lequel Socrate explique à Alcibiade comment bien se gouverner l'amènera à bien gouverner les autres. Et justement, juste après, j'ai lu un extrait de La République où la répartition de la cité, en fait, est calquée sur le modèle de la tripartition de l'âme. Entre les deux, il y a donc un parallèle entre le gouvernement de soi, l'âme, et le gouvernement des autres et la République. Il y a un parallèle que Platon assume, Olivier Renaud. Voilà, tout à fait. Merci pour cette archive de Michel Foucault qui renvoie effectivement à tous ces travaux de l'herméneutique du sujet, où il prend appui effectivement sur Alcibiade, Michel Foucault, pour montrer que l'enjeu dans ce dialogue qui confronte Socrate et Alcibiade, Alcibiade voulant gouverner, enfin en tout cas se présente comme étant potentiellement celui qui va pouvoir gouverner les autres, et Socrate lui oppose cette objection: comment pourras-tu gouverner les autres si tu ne te connais pas toi-même? Et il s'ensuit cette idée selon laquelle il faudra, pour se connaître soi-même, connaître exactement les principes qui vont gouverner justement ce que Foucault va appeler ses usages. Donc, dans cette archive de Michel Foucault, il s'agit bien vraiment de cerner quelle va être la bonne discipline des usages et qui va permettre de poser l'âme comme un principe hypothétique, mais en tout cas un principe qui va expliquer justement la justesse et la pertinence de ces usages. Alors ensuite, se gouverner soi-même, dans l'extrait que vous avez lu, bien se gouverner soi-même, s'ordonner soi-même, se mettre en harmonie avec soi-même, c'est une des définitions de la justice psychique, de la justice intérieure que Socrate donne au livre 4 de la République. Cette justice, qui consiste à dire que chaque partie de l'âme doit s'occuper de ses propres affaires et que la raison doit lier ces trois parties pour produire un ordre bien établi, effectivement va pouvoir constituer un modèle de compréhension de la manière dont une cité doit bien fonctionner. Au livre 2 de la République, Socrate dit que pour connaître la justice dans l'âme, et pour montrer que finalement il vaut mieux être juste plutôt qu'injuste, puisque c'est la justice qui vous rend plus heureux, Socrate nous dit, alors, comme dans le Phèdre, qu'il nous faut faire appel à une autre comparaison, qu'il faut lire la justice dans un cadre plus grand que la justice qui existe dans l'âme, et ce cadre plus grand, c'est celui de la cité. Cette cité, pour montrer ses fonctionnements, Socrate va distinguer en elle trois fonctions. Une fonction de gouvernement, ce seront les gardiens, et en particulier les gardiens philosophes, les philosophes rois. Ensuite, vous avez une autre fonction dans la cité qui correspond aux auxiliaires, aux militaires, qui ont pour fonction en fait de réguler les appétits au sein même de la cité, qui ont pour fonction de défendre les ennemis, de défendre la cité contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Et puis vous avez une troisième partie qui, dans la cité, qui correspond à la classe des artisans et qui pourvoit aux besoins de l'ensemble de la cité. Et c'est grâce à la fonction des gouvernants qu'une cité va pouvoir véritablement
poursuivre un bien qui est véritablement commun. Et c'est là que l'analogie, puisqu'on parle d'analogie entre l'âme et la cité, prend finalement tout son sens. C'est que pour avoir une cité bien gouvernée, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un ensemble de gouvernants dont l'âme elle-même est bien ordonnée. Et dans l'extrait dans l'archive de Michel Foucault, il dit bien l'âme est le sujet. Ça n'est pas le corps. C'est intéressant parce que on voit aussi que l'âme, peut-être que ça revient aussi à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'âme finalement dirige, ça n'est pas le corps. Mais j'en reviens encore à cette question, qui dirige en l'âme? C'est-à-dire que finalement la partie rationnelle, si elle est submergée par les désirs, si elle n'arrive pas à prendre le dessus, qui du coup va reprendre le dessus là? Donc l'âme restera le sujet, mais finalement un sujet affaibli, un sujet qui a clairement perdu ses ailes pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, l'idée de sujet, même si, bien entendu, le concept de sujet est un petit peu anachronique, et Foucault d'ailleurs le rappelle très volontiers dans ses travaux sur l'Alcibiade, l'idée de sujet est tout de même intéressante pour essayer de cerner ce que Platon entend par l'âme. Toujours au livre 4, Socrate prend cet exemple très simple qui consiste à dire, bon, lorsque je me parle à moi-même, lorsque je me dissocie moi-même, lorsque j'ai un dialogue avec moi-même, il y a la position d'un sujet, nous dit Socrate, qui est meilleur qu'un autre. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de comprendre où est-ce qu'on va situer ce sujet. Et c'est là où Platon, même si, bien entendu, sa psychologie reste entièrement morale, est aussi psychologue. Dans les livres 8 et 9 de la République, il y a des magnifiques passages où justement Socrate évoque la manière dont les agents, peut-être plus que les sujets, se constituent à travers des caractères. Le caractère du démocrate, de l'oligarque, du tyran, vont, en un sens, constituer des sujets qui sont plus ou moins stables. Plus ou moins stable. Et Socrate le rappelle, finalement, ce qui fait le sujet, c'est la décision et l'effort, finalement, que nous mettons à choisir la raison, ou en tout cas l'une des parties de l'âme, à la tête de la structure psychique tout entière. Et, bien entendu, il n'y a que le philosophe, ou en tout cas celui qui fait preuve de suffisamment de vertu, même s'il n'est pas philosophe, et qui accepte finalement que la raison ordonne l'ensemble de sa vie. Toutes les autres structures psychiques, si elles mettent par exemple la partie intermédiaire ou la partie désirante à la tête de la structure psychique, vont finalement être des caractères, même s'ils sont stables, en apparence, vont être des caractères qui seront toujours conflictuels et où on ne pourra pas saisir justement ce qui fait leur subjectivité intrinsèque. Donc il y a bien quelque chose qui résiste en l'âme. Est-ce qu'on peut la connaître complètement, l'âme ? Alors, il y a quelque chose qui résiste en l'âme, et c'est, je pense, la raison pour laquelle, chez Platon, l'âme est l'objet d'une multiplicité de métaphores, et c'est pour ça qu'elle résiste. C'est pour ça qu'elle résiste. On ne peut pas être à la fois sujet et objet de son propre discours, ou en tout cas effort de connaissance. Et finalement, c'est ça la difficulté de l'âme, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, quand bien même il y a une réflexion, alors même éventuellement une introspection, quand bien même il y a une réflexion ou une introspection, on ne pourra jamais saisir qu'à travers autrui, qu'à travers des métaphores, qu'à travers des comparaisons, qu'à travers une discipline des usages, comme le dirait Foucault, ce que c'est précisément que le sujet qui va pouvoir se constituer ici-bas, éventuellement avec un horizon qui est celui de l'au-delà. Donc le saisir, mais est-ce qu'on peut se connaître soi-même ? Est-ce qu'on peut connaître l'âme ? Alors, je crois qu'on connaître l'âme, connaître la nature de l'âme. Comme connais-toi toi-même, hein, c'est quand même ce qui est inscrit à l'entrée du temple de la Pythie et que Alcibiade décortique entre guillemets avec Socrate.
Se connaître soi-même, alors là, une des réponses justement de l'apologie de Socrate, c'est de réaliser ce parcours d'interrogation, de réfutation, de mise à l'épreuve de ses propres convictions, opinions, savoirs, à travers le savoir d'autrui, ou en tout cas le prétendu savoir d'autrui, à travers finalement une multiplicité d'expériences qui va justement permettre à l'âme de se recentrer, ou en tout cas de cibler exactement ce qui vaut le coup d'être sauvé dans cette structure composée d'âme et du corps. Et on a parlé un petit peu de psychologie de Platon, psychologue. Finalement, Platon, c'est aussi beaucoup plus l'éthique. Aussi, alors peut-être ça va de pair avec la psychologie, en tout cas il est beaucoup plus du côté de l'éthique que du côté de la morale, on peut dire, avec cette idée quand même de se gouverner soi et des pratiques de souci de soi. Oui, je pense que la psychologie platonicienne, quand bien même c'est un sujet qui va articuler énormément de champs philosophiques, puisque l'âme va intervenir aussi comme principe dans le cosmos naturel. Elle va intervenir comme âme du tout, elle va intervenir comme âme individuelle. Donc même si finalement l'extension du concept d'âme est immense dans le corpus platonicien, je pense qu'on peut dire que dans des textes comme par exemple dans la République ou dans le Phèdre, la psychologie est effectivement dépendante d'une recherche qu'on pourrait appeler effectivement éthique et dont la finalité est l'amélioration de soi-même. Merci beaucoup Olivier Renaud d'être venu ouvrir cette semaine sur l'âme. On se quitte sur la chanson Soul Man de Same and Dave. Apparemment vous aimez beaucoup. Ça convient très bien. Non, vous ne voulez pas en parler donc tant pis. Je rappelle que de vous on peut lire La médiation des émotions, l'éducation du thumos dans les dialogues. Donc c'est paru chez Vrin. Et puis j'annonce aussi que vous avez réalisé un dossier de présentation du fait de Platon chez Garnier Flammarion avec la traduction de Luc Brisson et que vous avez aussi dirigé un numéro des études platoniciennes, Platon et la psychologie de ses prédécesseurs. C'est disponible en ligne et on mettra le lien sur notre site. Merci à vous. Et c'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour le deuxième temps de notre semaine sur l'âme. Et demain, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Brenet qui évoquera l'inquiétante étrangeté de l'âme en faisant un lien inattendu entre Averroès et Freud. Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page de Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et aussi y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.